Un des sujets les plus débattus entre les fans de comics et des films de super-héros est qui gagnerait entre Thor, fils d'Odin, prince héritier d'Asgard et protecteur des 9 royaumes, et Superman, le dernier fils de Krypton, incarnation de l'espoir et icône de la justice. Pour cause, ce sont deux des héros les plus puissants de leur équipe respective, la Justice League et les Avengers. J'ai donc pensé qu'il serait intéressant d'aborder ce débat en utilisant les versions cinématographiques les plus récentes de ces deux personnages, à savoir le Thor du MCU et le Superman du DCEU. Afin de déterminer lequel de ces deux personnages serait le plus à même de gagner dans un affrontement, nous allons comparer leurs statistiques et leurs performances respectives. Nous commençons directement avec Thor. Dès son premier long métrage, Thor est montré comme capable de secouer une planète entière avec son marteau, Mjolnir. La planète en question étant Jotunheim, et la taille de la fracture qu'il a causée étant comparée à 100 fois le Grand Canyon, on peut déjà estimer que Thor a brisé une surface comparable à celle d'un pays de taille moyenne. Cependant, la surface de Jotunheim est majoritairement composée de glace. Malgré certaines déclarations affirmant que la glace Jotun est comparable à l'acier asgardien, le film montre clairement les armes asgardiennes trancher cette glace comme s'il s'agissait de glace tout à fait ordinaire. Au maximum, cet accomplissement serait donc du tiers 6B, mais probablement bien inférieur. Il a également détruit le pont arc-en-ciel, chose que beaucoup semblent utiliser pour dire qu'il est bien plus puissant que le Bifrost qui détruisait Jotunheim. Mais rien ne permet de dire que le pont scale à la puissance entière du Bifrost, surtout quand dans Ragnarok, Fenrir effrite et brise le pont juste en marchant dessus et en tombant dessus. Et évidemment, il serait assez stupide de supposer que Fenrir est plus lourd qu'une planète. Cependant, ne désespérez pas, Thor deviendra beaucoup plus puissant par la suite du MCU, et nous sommes ici pour discuter de son prime. Dans Avengers 1, Thor est comparable à Hulk, qui a étalé un Léviathan d'un coup de poing. Malgré une affirmation hasardeuse d'un superviseur des effets spéciaux qui qualifie les Léviathans comme pesant plusieurs millions de tonnes, cela semble assez incohérent étant donné que Hydra arrive à en suspendre un dans leur cave, et qu'ils ne font même pas s'écrouler un building en tombant dessus. Quoi qu'il en soit, Hulk est dit dans les phases 1 et 2 comme l'Avengers le plus puissant, et se plaçant donc au-dessus de tout ce que Thor a fait pendant ces deux phases, notamment exploser la Sokovie avec Iron Man, chose calculée aux alentours du tiers O6C, ou assez pour détruire une grande île. Il serait sage de prendre ce calcul comme une estimation à la hausse, étant donné que Thor a dû attendre qu'Iron Man surcharge le cœur de la ville pour pouvoir la faire exploser. Toujours un bel accomplissement. Les choses commencent véritablement à devenir sérieuses et intéressantes à partir de Thor Ragnarok et Infinity War. En effet, c'est là que Thor obtient son véritable pouvoir et réveille son potentiel, parvenant à battre Hulk avant que le grand maître ne l'interrompe, et devenant capable d'affronter Hela. Hela est assez puissante pour oblitérer Mjolnir, qui scale à tout ce que Thor a pu accomplir grâce à son marteau jusque-là, voire au-dessus. Hela était encore faible à cet instant, et n'avait pas atteint son véritable pouvoir qu'elle obtiendra après, en revenant sur Asgard. Thor blesse et affronte donc une Hela plus puissante que celle qui a détruit Mjolnir, montrant que Thor est devenu bien plus puissant qu'avant, chose qu'il confirmera dans le film suivant. Dans Infinity War, justement, Thor doit se forger une nouvelle arme, et pour ça, il doit redémarrer la forge des Nidavellir. C'est ici qu'il accomplit deux de ses actes les plus impressionnants. Le premier, bouger les anneaux de la forge pour la redémarrer. D'après les superviseurs des effets spéciaux, la forge fait la taille d'une petite lune. Une fois calculé, on découvre que Thor a dû exercer 10 exposant 15 tonnes de force, ce qui se situe entre les classes P et E de force de levage dans les termes de power scaling, et qu'il a exercé 4,2 x 10 exposant 20 joules, soit assez pour détruire un petit pays, montrant là encore que Thor a surpassé ses versions précédentes. Mais juste après cette performance déjà impressionnante, Thor accomplit un autre exploit, survivre à la puissance de l'étoile à neutrons au centre de la forge pour créer Stormbreaker. Cet exploit est très débattu. Beaucoup aiment le placer dans des échelles de puissance assez absurdes, en prétendant que Thor a également lutté contre l'attraction gravitationnelle de l'étoile à neutrons, chose qui n'est évidemment pas le cas étant donné qu'il n'est jamais attiré vers l'étoile, y compris quand il perd connaissance et lâche prise, et d'autres réduisent cet accomplissement à des niveaux très bas. Cependant, je vais situer des estimations un peu au milieu de tout ça. En utilisant la luminosité d'une étoile à neutrons, qui est un quart de celle du Soleil, nous en déduisons que Thor endurait 3,828 x 10 exposant 26 joules par seconde, soit assez pour détruire plusieurs continents. Il a tenu bon pendant quasi une minute. En multipliant cette quantité d'énergie par 60, nous sommes toujours dans le tiers O6A ou multicontinental. Cependant, Thor est quasiment mort de cette quantité d'énergie, et ça l'aurait tué sans la création de Stormbreaker. Dès le début de l'acte, il était en souffrance et commençait à saigner et à hurler de douleur. En bref, il serait plus raisonnable de considérer la durabilité générale de Thor dans les tiers O6B voire 6A, et au maximum dans le tiers O6A. Par la suite, Thor a obtenu Stormbreaker, qui ne semble pas augmenter ses stats physiques, mais lui permet uniquement de concentrer son pouvoir de manière plus efficace. Cette hache lui permet tout de même de transpercer Thanos, dont la durabilité scale bien au-dessus de celle de Thor, donc Stormbreaker est déjà bien supérieur aux stats physiques du fils d'Odin,
ce qui lui donne une arme capable de délivrer plus de dégâts que ses propres poings. 5 ans plus tard, Thor devient gros et gras. Mais d'après les frères Russo, Thor n'en est pas moins plus puissant, et on est même dans son état le plus puissant jusqu'ici. Certains diront que cela est faux, car Thor a surpassé la puissance du Gant de l'Infini dans le film précédent, alors qu'il ne peut pas battre un Thanos dans sa version basse dans Endgame. J'imagine que c'est là que je vais parler des pierres de l'Infini. Bon, tout d'abord, chose très importante pour comprendre la cosmologie du MCU, non, tout le monde ne peut pas utiliser les pierres de la même manière. Un céleste comme Esson le chercheur, qui naît littéralement en détruisant une planète, est évidemment bien plus puissant que Thanos ne l'est de base. D'où le fait que ce céleste puisse facilement détruire une planète avec la pierre du pouvoir d'un seul geste. Ainsi, chaque tir d'énergie de la pierre du pouvoir utilisée par Thanos n'est pas planétaire, ce qui est évident quand on considère qu'il a visiblement peiné pour détruire la surface de la lune de Titan, accomplissement qui est calculé dans la gamme multicontinentale. En utilisant la pierre de l'espace et du pouvoir, Thanos est visiblement en souffrance pour accomplir un acte multicontinental. Donc évidemment, ces rayons d'énergie les plus désinvoltes ne sont pas multicontinentaux et encore moins planétaires. Il en va de même pour le rayon qu'il lance sur Thor à la fin d'Infinity War. De plus, les Russo ont dit que Stormbreaker avait été enchanté par Eitri pour spécifiquement ignorer le pouvoir du gant. It might have something to do with the fact that the same guy made both of them. It's dwarfen magic. Yeah, we Dwarfen? figure E3 can make what he likes for whom he likes. Certainly has the ability to counteract the powers of the gauntlet. And Eitri made both. I remember that. Key moment, though, is this: Thanos was caught off guard. He literally just didn't know the power of what was coming at him. I mean, maybe he could have used the stones to, in another way, had he understood what that weapon was, but it came out of nowhere. Thor n'a donc pas surpassé le Gant de l'Infini, mais avait simplement une arme qui pouvait le contrecarrer spécifiquement. C'est ce qu'on appelle un axe, une capacité propre qui ne s'applique pas à la puissance d'attaque réelle. Donc Thor étant plus puissant dans Endgame n'était pas vraiment incohérent, d'autant plus que certains Asgardiens comme Volstagg, qui sont obèses, n'en sont pas moins des guerriers redoutables. De multiples déclarations déclarent que Thor, dans son 4e film, est plus puissant que jamais, même s'il manque de feats pour le confirmer. Il brise la lune de Gore, mais celle-ci est extrêmement petite comparée à des satellites plus gros. Elle est calculée comme faisant environ 3,2 km. Un scaling populaire pour Thor, dans son 4e film, évolue autour de sa supériorité vis-à-vis de Zeus. En effet, Zeus est le dieu qui dirige Omnipotence City. Dans cette ville se trouvent des dieux comme Ra, qui peut bouger le soleil, ainsi que des célestes, qui peuvent créer des étoiles. Certains supposent donc que Thor est plus puissant que ces derniers. Bouger le soleil fait partie des axes de Ra, étant donné qu'il est le dieu du soleil, donc il est improbable qu'il puisse faire ça avec d'autres étoiles. Mais surtout, Zeus n'est jamais dit comme le dieu le plus puissant de la ville, seulement le plus vieux et le plus sage. De plus, il est apparent que Zeus lui-même est une grosse fraude, donc pas de quoi exagérer sur le scaling de Thor. Maintenant, la vitesse, et là, c'est un bordel massif. En effet, le MCU a une des pires cohérences en termes de vitesse avec les séries DC Comics de la CW. Certains pensent que les personnages du MCU sont subsoniques, d'autres disent qu'ils sont MFTL, c'est-à-dire massivement plus rapides que la lumière. Je me situe un peu au milieu là encore. Tout d'abord, nous allons débunk les affirmations selon lesquelles le MCU est massivement plus rapide que la lumière. Celle-ci se base principalement sur le combat entre Thor, Hela et Loki dans le Bifrost, dans Thor 3. Or, la vitesse de celui-ci est impertinente vis-à-vis de celle des personnages. Se battre dans le Bifrost est comme se battre dans une voiture ou un avion. Ce n'est pas parce qu'on peut se battre dedans que nos coups sont aussi rapides que le véhicule en question. De plus, ce scaling n'est pas du tout consistant. Les personnages du MCU sont montrés plusieurs fois comme incapables de réagir à des éclairs, que ce soit Thanos, Hela ou Iron Man. Pour aller encore plus loin, certains sont incapables d'éviter des balles. Pour vulgariser, tous les personnages du MCU scale à Thanos, car ils l'ont déjà tous affronté, ou ont affronté des personnages ayant combattu le Titan Fou. Donc tout le monde dans le MCU devrait être dans les mêmes échelles de vitesse, sauf quelques exceptions comme Quicksilver, qui est montré comme plus rapide que les Avengers en général, ou les Éternels qui n'ont pas encore rencontré les Avengers. Captain America, Black Widow, le Soldat de l'Hiver, Spider-Man, Groot et les Outriders, qui scale aux Avengers, ont été touchés par des balles. Plein d'Avengers utilisent des armes à feu, et se sont déjà fait toucher par elles. Même Quicksilver, en dehors de son état de fatigue, se fait toucher par des balles. Cela pourrait rétrograder le MCU à supersonique, voire subsonique. Mais nous pouvons mettre ça sur le dos d'incohérence. D'après un calcul, Quicksilver a un temps de perception massivement hypersonique, et les rayons d'énergie d'Iron Man sont décrits comme de la lumière. Thanos bloque les rayons d'énergie d'Iron Man, et bien qu'étant moins rapide que Pietro, Thor peut percevoir ses mouvements. Donc, au maximum, et par souci d'équité dans cet affrontement, il serait raisonnable de placer la vitesse des personnages du MCU entre les valeurs hypersoniques et relativistes. En bref, la puissance d'attaque et la durabilité de Thor se situent dans les tiers O6B et 6A, au maximum O6A.
voire plus avec Stormbreaker et Thunderbolt. Et sa vitesse varie entre hypersonique et relativiste. Du côté de ses capacités et de ses talents, Thor peut évidemment envoyer des puissants éclairs avec ses mains et ses armes, mais aussi invoquer le Bifrost pour aller de planète en planète, voire de galaxie en galaxie. Bien que le Bifrost d'Asgard puisse détruire Jotunheim au cours d'un long processus, on ignore si le Bifrost invoqué par Stormbreaker peut faire la même chose, étant donné que Loki avait besoin de l'énorme machine au bord d'Asgard pour exécuter cette tâche. Stormbreaker semble également fournir à Thor des capacités de régénération, bien que leur fonctionnement soit assez nébuleux. Quand Thor rentre en possession de son arme après une longue période sans la posséder, il semble guérir instantanément. Mais quand il la ramasse au cours d'un combat, ça ne semble pas être le cas. Thor est évidemment un combattant très doué, ayant 1500 ans d'expérience au compteur et ayant été entraîné par les meilleurs guerriers d'Asgard. C'est notamment ce qui lui permet de tenir contre un Hulk bien plus fort que lui jusqu'à l'éveil de son pouvoir dans Ragnarok. Cependant, ses talents pâlissent en comparaison de ceux d'autres personnages du MCU, comme Thanos ou Captain America. Il reste évidemment un des meilleurs guerriers des 9 royaumes. Maintenant, parlons de Superman. Ce qui est canon au DCU est assez débattu, à cause des 2 versions de Justice League. Depuis The Flash, la version de Zack Snyder a visiblement été recanonisée, avec la mention de Flash qui a inversé le temps en Russie, et le réalisateur de Blue Beetle mentionne le travail de Snyder comme référence dans son film. Nous allons donc prendre l'ensemble de DCU comme canon, en ignorant la version de Justice League de Joss Whedon de 2017. Bien, maintenant que nous avons établi ça, procédons comme nous avons fait avec Thor, en estimant graduellement la puissance de Superman. Dans Man of Steel, Clark commence à découvrir ses pouvoirs dans la forteresse de Solitude. Lors de son premier vol, il détruit accidentellement le haut d'une montagne et s'en sort sans égratignure ou blessure. Cet accomplissement est calculé aux alentours de 253 kilotonnes, soit assez pour détruire un grand village. Mais vers la fin du film, il accomplit un exploit bien plus impressionnant. En effet, dans le climax, le général Zod tente de transformer la Terre en nouvelle Krypton, en utilisant les engins de terraformation. Plusieurs calculs existent pour la quantité d'énergie délivrée par les rayons des engins, mais nous allons tout d'abord nous pencher sur celle utilisant le fait que l'engin augmente la masse de la Terre pour la détruire au fil du temps. Superman aurait donc encaissé et surpassé une quantité d'énergie de 14 à 49 pétatonnes par seconde, soit assez pour détruire plusieurs continents. Je tiens à dire que le calcul accepté sur le site Versus BattleWiki a une valeur autour d'un tiers bien inférieur. Mais ce calcul suppose que l'engin ne fait que détruire la surface de la Terre, ce qui n'est pas le cas. L'engin rajoute de la masse à la Terre et ne la ravage pas en surface. Par ailleurs, ces 2 calculs supposent que l'engin aurait accompli son œuvre en 2 ou 7 semaines, en se basant sur une déclaration de la novélisation, disant que le processus prendrait quelques semaines. Cependant, une autre citation plus tard affirme que le processus est bien plus rapide que ce que l'armée avait initialement anticipé, donc la quantité d'énergie était potentiellement bien plus grande. Nous reviendrons peut-être sur cet accomplissement dans une autre vidéo, car un autre élément de ce processus de terraformation pourrait amener le pouvoir de l'univers étendu d'ici encore plus haut. À partir de cet instant, Superman n'a fait que gagner en puissance, avec l'artbook de Batman vs Superman affirmant que Clark devient de plus en plus puissant chaque jour. Cette information est essentielle, étant donné qu'il a affronté Doomsday à cet instant, avec l'aide de Wonder Woman. Les 2 héros semblent infliger des dégâts comparables au monstre et aussi bien encaisser ses coups, montrant une certaine relativité entre eux. Cependant, après avoir été ressuscité par la Justice League dans le film suivant, Superman est devenu bien plus puissant, étant désormais largement supérieur à Wonder Woman. La boîte mère l'a visiblement boosté et augmenté ses capacités. Preuve supplémentaire, Superman élimine très rapidement Steppenwolf, un nouveau dieu d'Apocalypse qui mettait la Justice League en échec jusque-là. Superman joue littéralement avec lui, probablement sans vouloir le tuer, le frappant jusqu'à le soumettre. Steppenwolf est tout sauf faible, étant donné qu'il est déclaré comme égal à Uxas, la version jeune de Darkseid, ayant affronté les dieux de l'Olympe. Darkseid raconte que dans sa jeunesse, il a détruit 100 000 mondes et les a réduits en cendres en cherchant la Terre qui l'avait privé de sa gloire, signifiant donc qu'il n'a pas accompli cette destruction via les boîtes mères. Uxas et Steppenwolf sont donc des destructeurs de planètes, en se basant sur cette déclaration. Pour plus de cohérence, Steppenwolf a affronté Doomsday, pas celui de BVS mais un autre, créé il y a des siècles sur Krypton et ayant pulvérisé une des lunes de la planète. Steppenwolf a survécu à l'affrontement, montrant une certaine relativité avec la créature. Ce scaling de destructeur de planètes est extrêmement consistant, notamment grâce à Black Adam et Blue Beetle. En effet, Dwayne Johnson, qui était un producteur du DCU et avait un contrôle créatif sur l'univers avant le reboot, a déclaré que Superman était l'être le plus puissant du DCU, ce qui lui ferait donc outscale Black Adam et Blue Beetle. Dans un comics préquel au film Black Adam, Dr. Fate a une vision de l'avenir, où Adam a pulvérisé la Lune avec ses éclairs. Une fois calculé, cet accomplissement arrive dans le tiers 5A, ou assez d'énergie pour détruire une grande planète. Cela est cohérent avec plusieurs déclarations qui affirment que Black Adam peut détruire le monde, et quand on considère le fait qu'il devrait outscale Shazam, qui possède la force d'Atlas, qui, dans le DCU, est dit comme pouvant jongler avec des planètes. Et évidemment, Superman outscale ses personnages, avec Amanda Waller déclarant même que Superman pourrait tuer Black Adam si ce dernier sortait du camp de Dak. De plus, le scarabée donnant ses pouvoirs à Blue Beetle est une arme déclarée comme pouvant détruire des planètes et éradiquer des civilisations. Dans la scène d'ouverture du film,
on voit le scarabée foncer à travers l'espace et pulvériser une planète. Acte calculé à 67 ronatones d'énergie, soit assez pour oblitérer une étoile naine. Superman est donc confortablement au-dessus de tous ces personnages, et ce bien facilement. Cela est cohérent avec le fait que les boîtes mères ont peur de Superman, d'où le fait qu'elles ne soient réveillées qu'après sa mort. Les boîtes mères sont décrites comme les armes les plus puissantes de l'univers, les plaçant donc au-dessus du scarabée. Superman est d'ailleurs capable de séparer les boîtes, détruisant leurs liens. Là, certains diront que Superman est mort tué par l'explosion de l'unité, mais il faut comprendre comment marchent les boîtes. Pendant tout le film, elles sont décrites comme des machines de transformation. Elles ne détruisent pas en faisant exploser les choses, mais se contentent de réorganiser les atomes selon la volonté de l'utilisateur. La puissance de Superman ne s'est donc pas faite surpasser ici, mais simplement out-axe par les manipulations de matière des boîtes. Ce qui fait sens étant donné que la puissance d'attaque de Superman surpasse la durabilité de l'unité, qui devrait être capable d'encaisser l'énergie qu'elle délivre elle-même. De Sade dit même que les boîtes mères sont désormais détruites, laissant suggérer qu'elles sont inutilisables du fait que Superman les ait séparées. Certains diront alors que Superman n'est pas du tout à ce niveau-là, car une bombe nucléaire l'a quasiment tué, ce qui est extrêmement biaisé. Superman à cet instant était encore affaibli par la kryptonite de Batman. Il suffit de voir comment Doomsday l'a mis KO en l'envoyant dans un building, alors qu'un film plus tôt, il en détruisait des dizaines en affrontant Zod. De même, Doomsday devient plus puissant une fois exposé à la bombe. Et pourtant, dans la deuxième partie du combat, Superman s'en sort beaucoup mieux qu'au début, car entre-temps il a pu récupérer dans l'espace grâce aux rayons du soleil qui l'ont revitalisé et lui ont permis de se régénérer. En résumé, la puissance d'attaque et la durabilité de Superman sont largement au-dessus des tiers 5A et O5A, et ce de manière non quantifiable étant donné que les deux exploits qu'il outscale étaient eux-mêmes totalement désinvoltes de la part de Black Adam et de Blue Beetle. En termes de force de levage, Superman pré-résurrection a été déclaré comme ayant déplacé une plaque tectonique pour empêcher un séisme. Certains disent que ce n'est qu'un easter egg dans le décor et donc quelque chose de non canon. Mais un comics canon préquel à BVS montre Lex Luthor faisant référence à cet accomplissement. Superman aurait donc une force de levage dans la classe Z. Mais on peut le placer bien plus haut après sa résurrection. Ce que je vais dire ici n'est pas forcément l'issue à retenir, et impliquerait d'augmenter considérablement le niveau de scaling du DCU, mais je tiens quand même à en parler. Cyborg décrit une boîte mère comme une matrice perpétuelle d'énergie, et une source d'énergie infinie. Leurs liens étant générés à partir de leur énergie, il serait en théorie nécessaire d'avoir une force brute infinie pour les séparer. On dépasse alors toutes les données calculables, et cela nous ferait entrer dans le scaling dimensionnel du DCU, qui, bien que n'étant pas incohérent, et ayant même de bons arguments en sa faveur, n'est pas nécessaire à évoquer ici. Maintenant, la vitesse. Et fort heureusement, nous avons des données bien plus consistantes que pour le MCU, bien que contrecarrées par une petite épine dans le pied que nous allons enlever promptement. Flash dit dans le film qu'il essaye de ne jamais atteindre la vitesse de la lumière, car ce palier lui ferait affecter le temps. Certains s'en servent pour dire que le DCU n'est même pas relativiste. Mais il y a un bon nombre de contre-exemples. En effet, comme l'a dit Jim Lee, l'univers du DCU est canon au multivers des comics DC. Donc, les structures et les lois physiques de la cosmologie devraient y être les mêmes. Dans les comics, Barry dit également qu'il ne dépasse jamais la vitesse de la lumière sans affecter le temps, ce qui est contredit par énormément de feats, notamment l'instant où il sauve une ville d'une explosion nucléaire, chose calculée à plusieurs milliards de fois la vitesse de la lumière, malgré le fait que Barry dise à cet instant qu'il ne fait que s'approcher de la vitesse de la lumière. Cela veut simplement dire que ce qui est considéré comme vitesse de la lumière dans le multivers d'ici est bien supérieur à ce que nous considérons comme cette vitesse dans la vraie vie. Tout comme son homologue papier, Flash du DCU a énormément d'accomplissements, allant bien au-delà de la vitesse de la lumière, notamment grâce au fait qu'il fiche complètement les membres de la Justice League. Cela est important car dans son premier film, Superman arrive à échapper à la singularité du trou noir de la zone fantôme. Les trous noirs sont des objets si denses et ayant une telle attraction gravitationnelle que même la lumière ne peut leur échapper. Superman devait donc voler plus vite que la lumière pour s'en extraire. La vitesse de combat et de réaction de Clark est dite comme égale à sa vitesse de vol dans l'artbook de BVS. Wonder Woman se bat à vitesse égale avec lui dans le combat contre Doomsday, chose cohérente avec le fait qu'elle puisse bloquer et réagir constamment à la vision thermique de Doomsday, confirmée comme étant un rayon de lumière. Flash, mais aussi Superman une fois ressuscité, sont largement plus rapides qu'eux, au point de les percevoir comme complètement immobiles. Percevoir la lumière, ou un objet allant à la vitesse de la lumière, comme immobile, équivaut à une vitesse massivement plus rapide que la lumière plus, ou MFTL+. Cela est consistant via le calcul de l'énergie cinétique de Flash, capable de mettre Aquaman KO. Aquaman est égal à Wonder Woman pendant Justice League, pouvant encaisser aussi bien qu'elle les coups de Steppenwolf. Tous deux sont donc égaux à Superman de BVS, et scale donc à la destruction de l'engin de terraformation. Barry a donc dû générer, par son énergie cinétique, plus d'énergie que l'engin dans Man of Steel, pour mettre Aquaman KO. En utilisant la formule de l'énergie cinétique et la masse d'Ezra Miller, on trouve que Flash devait, énorme minimum, courir à 1,25 x 10 exposant 12 mètres par seconde, soit 4100 fois la vitesse de la lumière, là encore MFTL+. Maintenant,
Concernant les capacités de Superman, il a pu geler l'âge de Steppenwolf, qualifié d'arme vivante, pouvant couper à travers tout, et capable de résister à l'épée de Wonder Woman qui a tranché Doomsday. Sa vision thermique peut couper facilement à travers le métal kryptonien, qui ne fond même pas à partir de 3,5 millions de Kelvin. Plaçons donc sa température bien au-dessus de ça. Il s'en est aussi servi pour trancher la peau et l'armure de Steppenwolf comme du beurre. Il possède évidemment une ouïe surdéveloppée, une vision télescopique et un rayon X, mais est également un génie, ayant gagné un prix scientifique à l'âge de 9 ans, ayant lu la République de Platon à l'âge de 13 ans, et possédant visiblement des connaissances médicales en soignant Lois. Bien que n'ayant reçu aucun entraînement au combat, il parvient à vaincre et à immobiliser Zod, dit par Zack Snyder comme aussi puissant que lui. Zod est littéralement né pour être un guerrier, génétiquement modifié pour servir cette tâche, et s'étant en plus de ça entraîné toute sa vie. Superman, sans doute grâce au fait qu'il possède le codex dans ses gènes, la matrice génétique entière de Krypton, arrive à s'adapter à son style de combat et à le vaincre. Donc, qui gagne? Et honnêtement, la victoire est assez peu serrée en faveur de Superman. Le scaling de Thor n'est pas aidé par le fait que le MCU, après tant de films, contient un grand nombre de contre-performances pour les meilleurs fits de ses personnages, notamment en termes de vitesse. Même en utilisant les plus hautes estimations de vitesse pour Thor, qui ne sont pas cohérentes avec le reste de ses feats, Superman pourrait complètement le statufier comme il l'a fait avec la Justice League. Le feat de l'engin de terraformation de Man of Steel est déjà comparable au feat de Nidavellir de Thor. Sauf que Superman était affaibli en le performant, car l'engin répliquait l'atmosphère de Krypton. De plus, même si ça lui a pris énormément de ses forces, Superman n'a subi aucun dégât en effectuant cet acte, contrairement à Thor qui est presque mort dans la forge. Et évidemment, une fois ressuscité, Superman outscale massivement sa précédente version, et donc Thor par la même occasion. Certains disent que Thor a un avantage sur Superman, car ses éclairs sont magiques, et que dans les comics, Superman y est parfois vulnérable. Cependant, ça ne marche pas comme ça dans le DCU. En effet, Superman est complètement insensible à l'effet du lasso d'Estia, quand Wonder Woman l'utilise sur lui. Ce lasso a été créé par les anciens dieux de l'Olympe, qui outscale Uxas en l'ayant vaincu pendant son invasion de la Terre. Donc pas des Fodders. Pourtant, Superman semble complètement ignorer les effets magiques divins de l'arme. Donc la propriété magique des éclairs de Thor ne serait pas un avantage non plus. La température habituelle d'une étoile à neutrons étant dans l'ordre du million de degrés, le Kryptonien pourrait également tuer Thor avec sa vision thermique 3 fois supérieure à cette température. Superman gagne, avec une difficulté très basse voire inexistante. Même avec Stormbreaker, Thor ne pourrait pas infliger le moindre dégât à Superman, un peu à la manière dont Steppenwolf s'est retrouvé confronté à l'homme d'acier, et ne pourrait même pas réagir à ses mouvements. Même si le DCU est mort tué dans l'œuf, ça lui fait au moins une belle victoire sur le MCU qui l'a précédé. C'est déjà ça. Thor contre Superman est un débat très répandu, donc s'il vous plaît essayez de rester cordiaux en discutant dans les commentaires. Étant donné que nous venons de traiter un sujet assez peu original et très répandu dans les fandoms de power scaling, nous allons la prochaine fois nous orienter vers un match-up un petit peu différent, et voire carrément très original. On en parlera la prochaine fois.